Un, deux, trois. En direct de Bamako au Mali, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous, For You Télévision. Et donc, aller à la rencontre de la Mama Africa, Aminata Dramane Traoré, ancienne ministre malienne de la culture et du tourisme sous la présidence d'Alpha Omar Konaré entre 1997 et 2000. Elle est également auteure de plusieurs ouvrages panafricains, dont Le viol de l'imaginaire ou encore L'Afrique humiliée. C'est une co-présentation avec vous, Bachir Ladan. Bonsoir Sike Doumbé, bonsoir à tous les téléspectateurs de For You Média. Nombreux sont ceux qui nous ont demandé d'aller à la rencontre de Mama Africa. Nous y sommes. Elle nous reçoit aujourd'hui à l'auberge Le Dienné. Ça se situe tout simplement au quartier Misra, c'est bien à Bamako. Mama Africa, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous recevoir chez vous. Merci d'être venu. Alors, notre première question, c'est naturellement, on va commencer par déjà cet événement que nous avons également couvert, le forum, le premier d'ailleurs, forum d'investissement panafricain, organisé par plusieurs associations ou organisations, dont l'OPAM. Alors, on vous a vu également présente au cours de cette cérémonie. Pourquoi est-ce que vous soutenez une telle initiative? C'est extrêmement important. Le panafricanisme est d'actualité, d'une actualité brûlante, à la faveur de l'état de notre continent et surtout la violence infligée au Mali à travers les sanctions illégales de la CEDEAO. L'éveil des consciences était en cours, lié à la question du CFA, des bases militaires, des accords de partenariat économique. Mais aujourd'hui, c'est devenu, c'est une impérieuse nécessité de nous emparer de ce combat qui ne date pas d'aujourd'hui, de l'engagement. On a un héritage précieux. Et ce dont il s'agissait dans le cadre de ce forum, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est la volonté de cultiver l'ancrage populaire du panafricanisme et en nous saisissant de sa dimension économique, de quoi vivent nos peuples et comment faire de l'économie un facteur de libération du continent parce qu'elle ne l'a pas été jusqu'ici. D'accord. Merci déjà. On va poursuivre. Oui, nous poursuivons déjà pour le PAM, donc on comprend l'engagement de Mama Africa. Il s'agit bien évidemment d'aller vers un nouveau palier, la libération économique du continent africain et singulièrement du Mali. Le panafricanisme passe également par l'économie. Tout à fait. Alors parlons à présent d'un sujet qui vous tient à cœur. Il s'agit une fois de plus de ces migrants. J'ai pas envie de dire des immigrés ou des émigrés. Ces migrants africains qui malheureusement se sont heurtés une fois de plus à la violence de la lutte contre la migration clandestine, et je mets ça entre guillemets. Beaucoup de morts une fois de plus. On sait que vous êtes très engagé dans ce sens-là. Tout d'abord, comment vous avez vécu cela et qu'est-ce que vous comptez dire aux Africains qui nous suivent? C'est extrêmement douloureux. Ça me fait penser au mois d'octobre 2005, lorsque des centaines de jeunes, majoritairement subsahariens, ont cru devoir escalader les mêmes barrières à deux endroits, Ceuta et Melilla. Les mêmes traitements inhumains ont été infligés à ces gens. Parmi eux, il y avait beaucoup de Maliens. Et les premiers qui sont tombés du fait de la politique migratoire assassine de l'Union européenne sont Maliens. Je pense à Fili Sissoko, dont les parents m'ont appelé quand ils ont su que, quand on m'a interviewé, j'en parlais. Ses parents m'ont dit qu'ils ont appris la mort de leur enfant à travers ses camarades qui ont survécu et qu'ils voulaient juste avoir son corps et l'enterrer ici au Mali.
C'est à partir de ce moment que je me suis rendu à l'aéroport de Bamako avec Assetoufoune Samaké pour accueillir les autres. Ici, au centre Amadou Hampâté-Bâ, des artistes dont Nawa Doumbia se sont associés à moi, Ismaël Diabaté. Ils étaient 150 ici. Ma maison, le centre Hampâté-Bâ, est devenu un peu leur maison. Et depuis lors, ça fait la 15e année. Chaque année, j'ai créé un espace de débat qu'on appelle Migrance. Et le lien, c'est extraordinaire. De mon point de vue, mon angle d'attaque consiste à dire que la question traitée dans le cadre de ce forum, quel modèle économique, est au cœur de cette problématique de l'immigration. Moi, je ne les avais même pas des migrants, je parle d'Africains contraints à l'exil du fait de la destruction de nos économies et de nos sociétés. Et c'est la même réalité qui est au cœur de ce qu'on appelle le djihadisme. Mais je souffre du fait que les dirigeants africains prennent à bras le corps la question du terrorisme et n'attachent pas la même importance à la question migratoire. Alors que l'ennemi qu'on nous demande de combattre, c'est d'abord le migrant. C'est le migrant qui pose problème. C'est le symbole, l'expression de la présence de l'Afrique, notamment l'Afrique noire dans le monde, l'Afrique noire en Europe, qui aujourd'hui se dit et se croit en déclin, peut-être à juste raison, non seulement au plan économique, mais au plan démographique. Donc la question rabâchée par Éric Zemmour du grand remplacement, cet événement nous projette au cœur de ces problématiques qui sont débattues dans le cadre des élections là-bas. Alors que nous sommes en train de débattre ici de la date des élections. Tout à fait. Voilà. Mais tout à l'heure, vous avez parlé justement vous avez qualifié cette politique de l'Union européenne, une politique migratoire assassine. Mais où est-ce que vous situez la responsabilité des États africains, des gouvernants africains? Je crois qu'il est de cette question, comme du chômage et de la pauvreté de masse, de la question de la souveraineté alimentaire et de la souveraineté tout court. À quel moment nous avons décidé de politique de développement, de mise en valeur des richesses de nos continents, de manière à répondre aux besoins des peuples d'Afrique? On ne nous a jamais laissé la latitude de dire voici ce que nous voulons pour nous-mêmes. C'est pour ça que dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de l'UA, je suis revenu constamment sur le fait que on fonctionne sur un malentendu. Depuis 1963, les chefs d'État, les pères fondateurs de l'Union, de l'OUA, se sont séparés sur un accord minimum quant à l'avenir du continent. Sur quel modèle fallait-il développer l'Afrique? Est-ce que sur un paradigme endogène, l'endogénéité revendiquée par beaucoup d'entre eux, dont le professeur Kizerbo? On vient de commémorer ses 100 ans. Je lui rends hommage. Et c'était le choix entre cela ou dans le cadre d'une amitié avec les colonisateurs. Finalement, c'est le groupe de Morovia qui défendait qui avait cette position qui a triomphé. Et finalement, le continent a évolué sur cette base-là. Ceux qui se sont rangés du côté de l'ancienne puissance coloniale se sont tirés d'affaire. Si vous considérez les États où il n'y a pas eu de coup d'État, où les régimes n'ont pas été déstabilisés, la plupart du temps, ce sont des États qui ont accepté de servir, disons, les intérêts de la France. Alors cette même France, il faut bien le rappeler, il y a quelques années, dans le cadre de sa politique migratoire, avait proposé qu'il y ait une sorte de checkpoint, une sorte de tamis qui devait se placer finalement sur le continent africain. Était-ce la solution?
Disons que les choses se sont aggravées à partir de la décennie 80. C'est-à-dire que moi, quand je reviens constamment à notre responsabilité de questionner davantage ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et il fut un temps où nous partions, on ne pouvait pas voyager sans visa parce que la France avait besoin de main-d'œuvre. C'était pendant les 30 Glorieuses. Oui. Et le premier vol affrété pour l'Afrique, les premiers migrants dits clandestins expulsés étaient maliens. C'est vers Bamako. C'est pour ça que quand je parle du Mali emblématique, c'est à la fois sur ce registre aussi. Et c'est à partir donc de la décennie 80 que les spécialistes appellent la décennie perdue du développement, que ces pays ont cru devoir durcir leur politique parce que la crise, on était à la fin des 30 Glorieuses, la question de l'emploi, du revenu, des retraites, toutes les questions qui sont au cœur du débat électoral là-bas aujourd'hui commençaient à se poser. Donc, il n'y a pas de hasard. Si avant, les Africains n'émigraient pas tant, si aujourd'hui ils sont obligés de partir, il y a bien une raison. C'est la responsabilité, c'est lié d'abord à un modèle économique qu'il faut absolument changer. Donc, le père de l'immigration choisi, Nicolas Sarkozy, a été le premier. Quand on parle d'attaque, moi je dis il y a les attaques djihadistes, mais il y a les attaques de ses dominants. Sarkozy avec David Cameron, ils ont attaqué la Libye, ils ont déstabilisé dans la Libye, mais ils avaient Sarkozy avait le Mali dans le viseur dès cette époque. Il a attaqué, il a mené, disons, la vie dure au président Amadou Toumani Touré. On a suspendu l'aide au Mali et on a puni le Mali. Punir le Mali, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a aujourd'hui les sanctions de la CEDEAO, mais le Mali a d'abord été puni pour avoir refusé de signer l'accord de réadmission des migrants. Donc c'est pour ça que je dis, ils sont venus ici, Sarko est venu, et Hollande lui a emboîté le pas au nom de la lutte antiterroriste, mais en fait nous sommes dans deux guerres, la guerre aux migrants et la guerre aux terroristes, mais les migrants étant la question dont on ne débat pas. Et Barkhane, se maintenir militairement ici, c'est aussi barrer la route à ceux qui considèrent comme des migrants clandestins, mais que j'appelle des Africains contraints à l'exil du fait de la destruction de nos économies. Vous avez dégagé une certaine responsabilité, justement, vous avez parlé des anciens, entre autres de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, on a parlé de la Libye, on sait que le feu libyen, Kadhafi, était très engagé justement dans cette lutte. Il a beaucoup œuvré pour qu'il n'y ait pas, on sait plus de migrants justement africains. Mais on se rend compte aujourd'hui, Madame Fauré, que ces gens-là qui sont pointés comme les responsables justement de cette situation entre le président Sarkozy continuent quand même de circuler, même s'il est poursuivi par entre autres plusieurs procès derrière lui. Mais bon, les responsabilités continuent de circuler librement. Pourquoi, sans vouloir d'ailleurs indexer l'État français, mais pourquoi les dirigeants africains, selon vous, l'Union africaine qui a vu la Libye tomber, comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il n'y ait pas des poursuites ou alors un engagement pour justement relever les responsabilités de ces personnes? Nous parlons à propos du CFA. On parle de la servitude volontaire. Je crois que c'est la même réalité quand on considère d'autres aspects de nos politiques, soi-disant, nos relations avec la France. La coopération française, c'est des relations de domination et d'humiliation que j'ai développées dans mon essai L'Afrique humiliée. Et on l'a vécu dans le cadre de cette maudite guerre, dite guerre antiterroriste. Et
le culot, l'outrecuidance du jeune Macron dans ses relations à nos dirigeants, qui ne pouvaient rien dire, les 5 réunis qui l'amènent à Pau. Tout cela est lié à la question du financement du développement. Nos pays sont cruellement dépendants de leur financement et toutes les institutions mises et créées d'abord après la Deuxième Guerre mondiale, FMI, Banque mondiale, mais après la chute du mur de Berlin, les choses ne se sont pas améliorées. Ils prétendaient que dans le cadre de la mondialisation, et on allait vers un monde plus heureux, ouverture des frontières, échange de biens et de services, mobilité. Mais il s'avère qu'il s'agit de leur mobilité. Il s'agit d'échange de leurs biens et de leurs services, nos pays étant des consommateurs. Donc nous avons réformé nos économies en croyant que nous allions créer des emplois pour les jeunes, résoudre nos problèmes alimentaires, sanitaires, éducatifs. Mais on sait maintenant par expérience que les programmes d'ajustement structurel visaient à conformer nos économies aux besoins de leurs multinationales. C'est ce qui s'est passé. L'éternel consommateur alors pour l'Afrique. On est consommateur d'idées, consommateur de biens et services, mais il nous est interdit de circuler librement, mis à part une infime minorité, disons, d'Africains qui ont les moyens. Mais comme vous le savez, il n'y a jamais de migrants blancs. Les blancs sont des coopérants, libres de circuler, d'aller et de venir à leur guise. Et tout Africain qui veut partir, même diplômé, doit montrer patte blanche. Et c'est ce que Macron appelle donc l'immigration choisie. Ils vont continuer à choisir parmi les nôtres les meilleurs pour faire fructifier leurs économies. Donc c'est pour ça que l'aberration de la question de la croissance, quand on vous dit, quand on vante les taux de croissance de l'Afrique, quand on me parle de 5% concernant ce pays, en dépit de la guerre, on nous dit que nous avons 5% de taux de croissance, mais 5% de taux de croissance pour les entreprises occidentales, et plus particulièrement hexagonales, qui dominent ici. Parlons donc du Mali, de la transition, de sa constitution à venir et surtout de cette loi, pour ne pas dire du code électoral, qui a été finalement promulguée. Quel est le regard de la panafricaniste que vous êtes sur tout cela? Je vais décevoir beaucoup de gens qui attachent, à mon avis, trop d'importance à une démocratie qui n'en est pas une. Le système économique dont je vous ai parlé, c'est-à-dire une ouverture à sens unique. Nous, on ouvre nos sociétés, nos économies, nos frontières et nos esprits. Pendant que eux, ils se barricadent. Ils s'organisent pour piller le maximum. Et nous amènent à vanter des taux de croissance qui n'ont aucun lien avec les conditions de vie de l'immense majorité d'entre nous. Alors quand dans le cadre d'un partenariat, vous avez affaire à des gens si peu honnêtes, est-ce que vous croyez qu'ils vont vous proposer un système politique qui vous permet de porter au pouvoir des gens qui peuvent les interpeller? Non. C'est la démocratie libérale au service de leurs entreprises, notamment les multinationales, et l'élection sert à porter au pouvoir le personnel politique dont les puissances occidentales ont besoin. C'est pour ça qu'ils sont si soucieux de l'organisation des élections, aussi soucieux du profil de celui qui va être élu. Parce que si c'est un résistant, ça ne marchera pas. Oui. Donc Macron a veillé, comme
son ami Bazoum le dit, ou le ministre des Affaires étrangères, je crois, du Niger, le Mali, c'est comme du lait sur le feu. Donc, on est, disons, un peu la brebis galeuse qu'il faut contrôler, parce que si les choses se passent autrement ici, nous allons donner des idées à d'autres pays. Est-ce à dire que vous n'êtes pas d'accord avec les 24 mois de transition, justement? Mon problème n'est pas la durée de la transition, ma fille. Mon problème, ce n'est pas la durée, ce n'est pas la date. On nous a fait perdre du temps sur la question de la durée. Oui. Le problème, c'est quel est le sens de la transition. Quand nous parlons de transition dans un contexte mondial violent comme celui-ci, qu'est-ce que nous allons faire de nos pays, de nous-mêmes, pendant cette transition? C'est ça que je ne vois pas. Je vois la classe politique. Et la classe politique n'a jamais été autant interpellée et contestée. Mais ils croient mordicus, dur comme fer, que le fait d'avoir un parti donne des droits. Et que même si le pays va à volo, les partis, leur point de vue compte. Bon, cette importance, cette déification du parti et du multipartisme, malheureusement, ne me convainc pas. Ne me convainc pas parce que moi, je sais, ça fait 30 ans que j'écris sur ces questions-là, je sais qu'ils ont les mains liées. Tous ceux qui ont essayé de s'éloigner de la voie tracée sont déstabilisés. Toutes les déstabilisations. Ils ont beau jeu de se plaindre des coups d'État, mais les coups d'État, les insurrections, dont le djihadisme, sont des formes de défiance à l'endroit des États, des institutions internationales et des partenaires en général de nos États. C'est pour ça que je dis ici, le Mali est une sorte de miroir qui est tendu à la communauté internationale. Elle doit avoir l'humilité de se regarder dans ce miroir, au lieu de continuer dans cette fuite en avant, et avec la CEDEAO comme cheval de Troie. L'Union africaine aussi d'ailleurs. Parce que j'attends impatiemment leur réaction face à cette tragédie de Mélia. Ça les honorerait de dire qu'il y a un problème. Il y a un problème avec l'Union africaine. Il y a un problème avec la solidarité avec le Maroc. Il y a surtout un problème avec l'Europe. L'Europe ne peut pas continuer à forcer nos portes à travers des réformes économiques, institutionnelles, politiques, et en disant restez chez vous. Parce que ce qui vient de se passer, c'est une manière de nous dire restez chez vous. Nous viendrons vous développer là-bas en fonction de nos intérêts. Alors, encore deux questions. Alors, la première nous conduit à une autre des actualités brûlantes. Il s'agit de la crise ukrainienne, qui finalement s'est révélée être une sorte d'évaluation de rapport de force entre grandes puissances, l'OTAN d'un côté, la Russie de l'autre, et l'Afrique dans tout ça. On a besoin de blé. Le président de l'Union africaine, le président en exercice, le président Macky Sall, s'est rendu quand même jusqu'en Russie pour aller parler de ce blé dont les Africains ont besoin. Il y a également eu cette réunion en visioconférence justement avec Zelensky, le président ukrainien. Vous savez, je pense que on est à un tournant de l'histoire de l'humanité où chaque jour des faits nouveaux viennent lever le voile sur le système dans lequel nous vivons, ce qu'on nous a vendu comme un monde ouvert et libre. Moi, la visite du président sénégalais dans son rôle de président de l'UA, j'ai retenu deux choses. Un, donc, comment mettre l'Afrique à l'abri de l'aggravation de la crise alimentaire, parce qu'il y a déjà, les gens ont déjà faim. Il y a des problèmes d'accès à la nourriture déjà. Donc, il était prévu que des millions de gens allaient souffrir de la faim. Donc, la situation créée dans le cadre de cette guerre ne peut qu'aggraver ce que nous savons. Donc, il était question de cela. Mais je crois aussi que le président Macky Sall
Faki, le président de la commission et le président de la commission, Mohamed Faki, les deux ont voulu jouer la carte de la désescalade aussi, en disant que s'ils peuvent un temps soit peu contribuer à faire la paix entre le président Poutine et l'Occident. Je m'en étonne parce que la même Union africaine sait parfaitement que la situation du Mali s'est aggravée parce qu'elle-même n'a pas joué la carte de la désescalade. Et nous nous sommes battus pour ça. Je fais partie, j'ai eu le privilège de participer au dialogue national inclusif. Ça ne venait pas que de ce dialogue. Il y a eu une réunion, une autre rencontre préliminaire où les Maliens ont dit, bon, puisque deux chefs djihadistes sont des nôtres, des Maliens, jouons la carte du dialogue, c'est-à-dire c'est une solution endogène. Une solution endogène, on leur parle, on finira par se mettre d'accord. Parce que de toute façon, ça ne peut pas durer éternellement. Il n'y a pas de guerre sans fin. La France a dit non. Hollande avait dit non. Macron a dit non. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, après avoir hésité, a dit oui, puisque le dialogue national réitérait une demande qui avait été faite auparavant, dans le cadre de la conférence d'entente nationale. La France n'a jamais voulu faire ça. Mais, s'agissant de l'UA, Cherki, je crois que c'est le commissaire à la paix, a dit dans un journal Le Temps de Genève, je crois, qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue. Donc, la personne et la plus habilitée de l'Union africaine à débattre de cette question de paix et de sécurité, a considéré lui aussi, comme les Maliens, qu'il fallait le dialogue, la France n'en a jamais voulu. Alors, quand je vois les dirigeants de l'UA jouer cette carte de la désescalade là-bas, qui n'a pas prévalu ici dans leurs relations au Mali, je m'en étonne. Mais il y a la question surtout de la souveraineté alimentaire. Tout à fait. Et quand vous voyez la superficie de ce continent, et la Russie est un continent immense, et avec beaucoup de ressources aussi. C'est pour cette raison aussi qu'elle est convoitée et combattue. Ça, c'est le fin fond de l'histoire. Parce que je crois qu'après la chute de la Russie, les États-Unis d'Amérique surtout s'attendaient à une Russie soumise qu'elle contrôle, et l'Europe, toute l'Europe commence à se rendre compte que en fait, c'est aussi eux, impérialisme pour impérialisme, eux contre nous, mais les États-Unis contre tous. C'est compris, c'est tout ce déballage. On assiste à tout cela aujourd'hui, mais après de 60 ans, après la création de l'Union africaine, qu'on puisse dire encore à nos pays, pour ou contre l'Occident. C'est la question qui leur est posée, pour ou contre l'Occident. Avec des possibles sanctions. Il faudrait prendre position. Voilà, il faut prendre position, et avec cette loi du Congrès américain qui menace de sanctionner tous ceux qui, dirigeants, intellectuels, médias, qui rendront la tâche facile à la Russie. C'est pour ça que j'ai dit, tout le monde dit, peut-être que le 3 juillet, on verra la fin de notre calvaire s'agissant des sanctions de la CEDEAO. Moi, je me dis que oui, peut-être, mais ce ne sera pas la fin de la violence systémique. Parce que ce qui nous est promis, et aussi longtemps qu'on restera, et disons, qu'on tentera de diversifier le partenariat du continent, suppose que ce n'est pas la fin de la guerre. De toute façon, nous disons au niveau du mouvement social que c'est une guerre permanente. C'est la guerre économique. Et c'est pour ça que la question aujourd'hui, est dans le cadre de cette rencontre d'hier et du débat qui continue, et la question que moi je me pose, c'est le panafricanisme à l'épreuve de la guerre économique. C'est ça le fin fond du débat. Si nous parvenons aujourd'hui, il y a eu les batailles pour les indépendances qui sont restées inachevées,
On a eu toutes sortes de soulèvements populaires et de révolutions qui sont restés inachevés. Aujourd'hui, le continent, c'est une ruée vers l'Afrique et ses richesses, mais sans les Africains. Si on peut, au nom de la lutte antiterroriste, les pousser à neutraliser une partie de cette jeunesse, on nous confie, c'est ce que j'appelle l'externalisation des frontières, de leurs frontières, et la sous-traitance de la violence politique, institutionnelle et militaire. C'est pour cette raison qu'il nous faut rapidement trouver une issue. Ce qui va nous honorer tous aujourd'hui, c'est de comprendre qu'une vie n'équivaut pas à une vie dans leur compréhension des choses. Et leur mort, leur vie étant supérieure aux nôtres, 55 soldats tricolores morts, c'est plus grave que des milliers de civils et de militaires sahéliens qui sont tombés. Donc, je plaide encore une fois pour la carte du dialogue. Je ne sais pas comment on va s'y prendre. Chacun doit réfléchir en disant on ne peut pas continuer comme ça. L'armée malienne est fait de son mieux, fait de mieux en mieux, épaulée par la Russie, et qu'on criminalise, qu'on diabolise, en disant qu'il y a des militaires. Alors tout le monde se souvient de Bob Denard et de BlackRock et de tout. S'il s'agit de mercenaires, je n'en sais rien. Nos autorités parlent d'instructeurs russes. La France veut absolument mettre dans la tête des gens qu'il s'agit de criminels comme à Boutcha, en faisant le parallèle entre Boutcha et Moura. Alors c'est ce qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est une nouvelle compréhension de tous ces enjeux. En essayant de trouver les voies et moyens de parler et à se laisser pour compte de la mondialisation, qui n'ont pas droit à une vie décente chez eux, qui n'ont pas droit à un visa et à circuler librement. Voilà. Merci à notre Mama Africa, Madame Aminata Dramane Traoré. Merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir accepté de répondre aux questions de For You Media. Je pense que nos téléspectateurs sont très bien servis, Bachir. Très très bien servis, et nous avons retenu au moins une chose parmi les nombreuses que Mama Africa, Madame Aminata Traoré a dit. Elle nous parle d'une Afrique qui est toujours en guerre, une guerre permanente. Mais elle nous soumet à une réflexion, celle du panafricanisme à l'épreuve de la nouvelle guerre économique. Sur ce, mesdames et messieurs, bonne suite des programmes sur les antennes de For You Media.